À tous, bienvenue dans les Grandes Bouches. Chaque lundi, autour de débats enflammés, on revient sur l'actu football du week-end écoulé avec des experts sans langue de bois, comme Franck Simon par exemple. Bonsoir Franck. Salut Malik. Ça fait un bout de temps que je ne vous avais pas vu, que je n'avais pas partagé un plateau avec vous. C'est pas faux. Je sais que vous aimez bien rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Absolument, je suis en forme. Hein. Et c'est un plaisir de vous avoir. Mais je le sais, mais moi, voilà, ça fait monter un petit peu. Ça fait monter un petit peu l'adrénaline sur le plateau et j'aime ça. Xavier Barré également avec nous. Ouais. Salut Malik, oui. Ça me fait plaisir d'être à côté de Franck. Vous savez qu'on a passé 20 ans ensemble à côté. Tout à fait. Dans le même bureau à France Football. Donc, exactement. Deux journalistes d'un côté et deux ex-footballeurs de l'autre, avec tout d'abord Fousseni Diawara. Salut Fousseni. Ils sont chauds les deux là. Ah bah oui, vous aussi, je le sais. Et puis bien évidemment Samuel Lobé également avec nous. Bonsoir Samuel. Salut Malik. Je n'oublie pas l'indispensable Isaac Macaulay. Bonsoir Isaac. On rappelle la manip pour que les abonnés et les internautes puissent interagir avec nous. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Je vois que tout le monde est en forme sur le plateau, ça fait plaisir. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à tous les réseaux sociaux Canal Plus Sport Afrique et notamment au live Facebook où vous avez l'émission bien évidemment en intégralité et gratuitement. Vous pouvez réagir avec nous et je me ferai un plaisir de relayer un maximum de messages. N'hésitez pas d'ailleurs à interpeller nos consultants et on pourra bien évidemment également en fin d'émission avec la rubrique des questions posées, des questions sur l'actualité du football. Il est très beau Isaac, il a de très beaux contours également. Toujours propre, toujours sur son 31. Évidemment, juste après l'émission, vous avez rendez-vous avec Vincent Raduro dans Talent d'Afrique avec un invité exceptionnel, Bertrand Traoré, international burkinabé évidemment, qu'on ne présente plus. Rendez-vous est pris à 20h30. Le FC Barcelone, au cœur de notre premier thème, messieurs, l'essence de ce club, on le sait, c'est le tiki-taka, le jeu catalan et surtout son centre de formation. Alors avec les difficultés financières et sportives des Blaugrana, la clé serait peut-être de revenir à ses fondements. En tout cas, Faisal Berkani s'est posé la question. Depuis le licenciement de Ronald Koeman, il est temps pour les supporters et le club de penser à l'avenir. Et quoi de mieux que la jeunesse pour se reconstruire? La Masia, le célèbre centre de formation du Barça, pourrait être la solution aux maux barcelonais. Ce week-end face à Alaves, 50% du groupe Blaugrana était âgé de 22 ans ou moins, avec une large majorité d'entre eux formés à la Masia. Ansu Fati, Oscar Mingueza, Nico, Gavi ou encore Riqui Puig, tant de jeunes talents sur lesquels le Barça pourrait construire sa nouvelle histoire, à l'image du FC Barcelone de Guardiola, qui s'était appuyé sur la génération Messi, Iniesta, Xavi. La solution de la jeunesse pourrait pallier également aux problèmes économiques du Barça et aux blessures des cadres et des vétérans comme Piqué ou encore Agüero. Mais cette génération est-elle aussi talentueuse que celle de Léo Messi? Pourra-t-elle ramener le Barça au sommet du football espagnol et européen? La Masia peut-elle sauver le FC Barcelone? Faisal Berkani qui plante le décor. Est-ce que la Masia peut sauver ce FC Barcelone? Alors, disséquons ce groupe catalan qui a concédé le nul face à Alaves ce week-end. Groupe assez jeune avec Sergi Barjuan, l'intérimaire, qui coachait jusque-là la réserve et donc qui a remplacé Ronald Koeman. Regardez les titulaires. Alors, évidemment, dans tous ces jeunes-là, il n'y a pas que des joueurs formés au Barça. Il y a des jeunes joueurs, mais ils ne sont pas tous issus du centre de formation catalan. Regardez les titulaires. Eric Garcia, qui vient du centre de formation barcelonais, Serginho Dest, Nico González, Oscar Mingueza et Gabi. Sont entrés en cours de match Riqui Puig, Alejandro Balde, l'Espagnol d'origine guinéenne, Abdé Ezal Zouli, et lui d'origine marocaine, et à un an de plus, Youssouf Demir, Alvaro Sanz et Iñaki Peña, eux étaient dans le groupe. Messieurs, est-ce que cette jeunesse est la clé pour le Barça? Ou alors, non, pas du tout, c'est un petit peu tendre. On a tendance, justement, en parlant de ces jeunes du Barça qu'on peut faire rentrer très rapidement, Franck, à faire le parallèle avec les jeunes qui sont rentrés au moment où Pep Guardiola a repris l'équipe il y a quelques années. C'est naturel qu'on établisse ce parallèle. Après, je pense que le talent, il est là. C'est ce pourquoi on l'a cultivé pendant tant d'années en fait, à la Masia. Mais je pense qu'ils sont tendres aussi. Et c'est une mission très compliquée pour eux. Mais il faut donner sa chance au produit, on dit généralement. Moi, je serais plutôt d'avis, effectivement, de continuer à leur donner cette chance. Parce que de toute façon, après, économiquement, il n'y a pas le choix. Il faut faire avec ce qu'on a. Et en l'occurrence, on a cette jeunesse, elle est disponible. Il ne faut pas la cramer, c'est-à-dire il ne faut pas la garder au Barça B. Il faut la faire jouer si elle a ce talent. Et puis surtout, elle pratique ce football qui est un petit peu l'ADN du club. Donc j'y crois, mais ça peut déboucher sur une saison entre deux eaux, tout simplement. Quand on parle de jeunesse talentueuse, le Mali n'a de leçons à recevoir de personne, mon cher Fousseni. Alors, vous, par exemple, si vous êtes à la tête de cette équipe, est-ce que vous pourriez prendre le risque
d'aller en se disant, bon voilà, les résultats sont pas terribles, le Barça est 9e quand même ce soir de Liga, aller chercher principalement des jeunes issus du centre de formation pour composer l'ossature du 11 de départ déjà et du groupe même. Ouais, un club comme le Barça, je pense qu'il est dans l'obligation de s'appuyer sur son centre de formation. Ça a toujours été dans l'ADN de ce club, former, pas formé pour exporter, vendre, hein, mais formé pour surtout s'en servir. Ça a été le cas avec la meilleure génération, avec Xavi, Busquets, et pour ne citer que Iniesta. Mais par contre, il faut qu'ils soient encadrés. Ça, ils sont dans l'obligation de les encadrer. On a vu que les jeunes qui sont actuellement dans l'équipe sont encore un peu trop tendres. Il manque un peu de bouteilles. Donc, il faut les mettre avec des cadres, des joueurs qui sont à un niveau et qui peuvent les aider à progresser. Non seulement aux entraînements, mais en match. Hein, c'est là où on apprend le plus, dans l'adversité. Et le talent est là, bien évidemment. Donc, pour moi, il va falloir s'appuyer sur cette Masia, mais à condition d'avoir des joueurs capables d'encadrer ces jeunes. Samuel, avant de vous faire réagir, évidemment, j'ai retenu obligation aussi. Ça fait partie des mots-clés de vos propos. Regardez, Samuel, cette déclaration, regardez, messieurs, cette déclaration de Juan Laporta, c'était le 21 octobre, le jour de la prolongation d'Ansu Fati. Alors, mon grand rêve serait de jouer un jour avec 11 joueurs locaux. C'est le rêve de tout le conseil et le mien, avoir une équipe uniquement composée de joueurs de la Masia. Est-ce que c'est utopique ou réaliste aujourd'hui? Moi, ça me paraît utopique, mais on fait jouer les joueurs seulement parce qu'ils sont bons, qu'ils soient de la Masia, qu'ils soient du centre de formation, quel que soit le centre de formation, ou qu'ils viennent de l'extérieur. Mais aujourd'hui, Franck l'a dit avec justesse, au niveau de l'économie, ils vont être obligés de s'appuyer sur des joueurs formés à la Masia parce qu'ils sont bons, mais il faut aussi qu'ils soient encadrés par des très bons joueurs autour d'eux. Si on prend l'exemple qu'on prend toujours, que tout le monde prend, ouais, Guardiola, il a lancé Messi, c'est un phénomène, il a lancé Xavi, il a lancé Iniesta. Mais ce que l'on ne regarde pas, c'est qui était autour de ces joueurs-là. Il y avait aussi des cadres qui étaient... voilà, il fait des choix forts, il ramène Piqué, il fait rentrer Pedro... Non, mais il fait des choix forts, mais autour d'eux, il y a des étrangers de très très haut niveau. C'est pour ça que ça paraît utopique. Hein, voilà, donc si on fait rentrer... Moi, ce que je veux dire, c'est que si on fait rentrer tous ces jeunes-là, on est obligé quand même de ne pas avoir la même exigence au niveau du classement. Xavier, alors, est-ce que le Barça peut se permettre de dire, on fait une saison, on met que des jeunes, et à la limite, peut-être qu'on finira pas dans les 4 premiers. Et vous, Xavier, vous n'êtes pas d'accord? Réagissez rapidement, pardon, avant de faire intervenir. Quand vous dites Laporta dit qu'il voudrait avoir 11 joueurs qui sortis de... Mais il l'a fait, ça, Guardiola. Il l'a déjà fait. Il l'a fait pendant ces 4 années qu'il a passées. Alors, il ne l'a pas fait à chaque match, mais c'est arrivé une fois ou deux, qui est 11 joueurs issus de la Masia, dont Messi, il faut rappeler, qui a été formé à la Masia. Donc, c'est quelque chose qui a déjà existé. Et en fait, si aujourd'hui... Déjà existé, oui, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Alors, c'est possible. De toute façon, ça allait obligatoirement, compte tenu de la situation économique du Barça, hein, plus d'1 milliard de dettes, donc ils n'ont pas le choix. Ils ont que ça aujourd'hui, ils ne peuvent pas recruter. Ou alors, ils recrutent des joueurs en fin de carrière, ou des joueurs en fin de contrat. On voit le pauvre Agüero qui se retrouve à l'hôpital parce que, voilà, il était libre, mais bon, il n'est plus tout à fait en état d'être compétitif. Donc, ils n'ont pas le choix. Il faut piocher dans ce vivier. Et malheureusement, le problème, c'est que depuis le départ de Guardiola, en 2012, et jusqu'à cette situation qui a déjà commencé la saison dernière, hein, et donc, ils n'ont pas assez fait confiance aux jeunes. Ils sont allés chercher des André Gomes, plein de joueurs comme ça qu'ils ont surpayés, 20, 25, 30. Il y a des jeunes joueurs aussi qui sont passés un petit peu à côté aussi. Oui, mais parce qu'ils ne leur ont pas donné leur chance. Voilà. C'est ça le drame. drame. C'est ça le drame. Et j'étais en train de vérifier, parce que j'ai fait une liste avant de rentrer dans la liste, Isaac insiste. Vu plus longtemps. On va écouter Isaac avant de donner la liste, ou peut-être pas, parce que je sais que la liste, elle est kilométrique. Isaac, il était parti avec les lunettes, les fiches. Je me suis dit qu'il fallait que c'est pour ça. Je savais qu'on en avait pour 1 heure à minima, donc j'ai préféré vous lancer avant. Non, en effet, il y a beaucoup de messages. Hein. Vous savez, la situation du FC Barcelone préoccupe bien évidemment un grand nombre d'internautes, supporters des Blaugrana. Alors, il y a du pour et du contre. Ibrahim dit oui, mais il faut absolument un grand coach pour savoir manager ces jeunes, comme en son temps Pep Guardiola. Abdoulaye qui nous dit l'avenir du Barça passe forcément par la Masia vu la situation actuelle. Alors, d'autres, néanmoins, comme Antoine, disent qu'il manque un peu d'expérience. Certains, comme Stéphane également, qui disent que la Masia ne peut pas sauver le Barça à elle seule. Il faut également un bon recrutement, pas des flops comme Luc de Jong par exemple. Et Seydou, il dit avec Xavi, cela serait peut-être le parfait accord entre la Masia et un coach qui connaît justement la conjoncture du FC Barcelone. Alors vous êtes plus ou moins tous d'accord sur ce plateau. Merci Isaac, comme quoi effectivement on peut intégrer des jeunes dans cette équipe. Mais voilà, aujourd'hui, ce Barça est en difficulté. Est-ce qu'on n'utiliserait pas cette saison comme un laboratoire et on se dit, bon ben voilà,
on va quand même, aller à 90%, 95%, mettre des joueurs issus du centre de formation. Samuel, vous n'y croyez pas du tout? Non, mais il y a un impératif quand même financier. On est obligé de terminer dans les 4 premiers. Donc, effectivement, s'il y a 5 phénomènes du côté de la Masia qui peuvent de suite être opérationnels, de suite être bons. Mais pardonnez-moi, avec les joueurs aujourd'hui, vous dites qu'il y a un objectif, mais avec les titulaires, entre guillemets, et les meilleurs joueurs du Barça aujourd'hui, on est 9e. Oui, mais on peut. Non, mais. Effectivement, alors peut-être qu'il y a des. Blessés, non, mais on peut pas se permettre de dire. Vous avez Agüero, Depay, on peut pas se permettre de Jong. On se sert de cette saison pour faire des essais. Si on n'est pas dans les 4 premiers, tant pis. Mais on fera jouer des jeunes joueurs, même s'il y a des joueurs plus vieux. Non, une place, c'est au mérite quand même. Mais il n'y a pas d'entraîneur assez fou pour se dire que si un joueur de la Masia est excellent, je ne vais pas le faire jouer. Mais si le joueur de la Masia n'est pas vraiment meilleur que le joueur qui vient de l'extérieur ancien. Mais il n'y a pas de raison de le faire jouer parce que le niveau de l'équipe va baisser. Et excusez-moi, est-ce qu'aujourd'hui, mettons les jeunes de côté, est-ce que le Barça a le niveau pour être dans le top 4 aujourd'hui? De la Liga? Oui, le top 4 de la Liga. Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais au commentaire samedi, il me semble, à domicile contre Alaves, une équipe mal classée. Le Barça aujourd'hui est en grande difficulté. En grande difficulté parce qu'elle n'a pas les moyens de répondre sur les terrains aux exigences d'une équipe qui veut finir dans le top 4. Elle n'a pas la qualité, elle a beaucoup de blessés certes, cette équipe du Barça, dont Fati. Il y a Coutinho qui est revenu, qui, à mon sens, ne retrouvera jamais son meilleur niveau. Agüero, vous l'avez cité tout à l'heure, pour moi c'est fini, il n'aura plus son meilleur niveau. Depay qui est bien seul. Il est capable d'avoir ses éclairs de génie, il a mis un super but, mais c'est trop peu. Après, on a des joueurs comme De Jong, blessé, qui peut apporter bien sûr quelque chose. Mais cette équipe du Barça va avoir énormément de mal à finir dans ce top 4, parce qu'on a des équipes comme la Real Sociedad qui émergent. L'Atlético, il sera le Real Madrid aussi. Et ensuite, ça se jouera avec les Villarreal. Valence qui est pas mal, qui est dans une bonne dynamique. Le Betis. Le Betis. Ouais. Donc le Barça, aujourd'hui, quand je dis qu'ils sont en grande difficulté, 1,3 milliard d'euros de dette. Je veux dire, l'institution va mal en fait. Ça va plus loin que le terrain. En tout cas, messieurs, il y en a un qui est confiant, peut-être pas pour le Barça, mais en tout cas pour le très probable futur entraîneur de ce FC Barcelone, Xavi, c'est Guardiola, qui a été son ancien entraîneur au Barça. Listen, I don't have any doubts that he's ready to do the job. So he knows the house environment that is so important in this role, and he knows the game. He has passion, and I'm pretty sure he has more experience right now than I had, for example, when I took over the club or the team from Barcelona. Alors du coup, voilà, j'ai écouté ce que vous me dites. On me dit que le Barça n'est pas en forme, qu'il n'a pas le niveau pour être dans le top 4. Et si finalement, pour aller dans cette politique un petit peu utopique, on allait chercher Xavi. Et si ce n'était pas la meilleure personne pour incarner cette politique. Ce n'est pas une idée nouvelle, Xavi, entraîneur du Barça. Non, pas du tout. Je me souviens, j'étais en zone mixte au Parc des Princes il y a 18 mois et on avait posé la question à Neymar qui disait « Oui, ça a été mon coéquipier, je suis sûr que ce serait un bon choix ». Et finalement, il n'avait pas voulu venir. Faut rappeler que ce n'était pas le même président non plus à la tête du Barça, c'était encore Bartomeu. Il n'avait pas voulu venir, donc à l'arrache, ils avaient vite pris un entraîneur qui est resté 6 mois. Après, ils sont allés chercher Ronald Koeman, qui vient d'être remercié. Donc là, si Xavi vient, c'est d'abord parce que Laporta le connaît bien, il y a un lien de confiance entre les deux, et aussi parce qu'il vient presque en début de saison avec la possibilité d'installer son projet. Il n'est pas simplement le pompier qui vient à la mi-championnat quand on a viré un peu vite vers et installer ce projet, c'est surtout un héritage aussi, parce que Cruyff, Guardiola, Xavi, il y a une philosophie de jeu. On parlait tout à l'heure du tiki-taka. Ceux qui sont à même de répondre à cette philosophie de jeu, ce sont des joueurs, excusez-moi, formés encore une fois à la Masia. Oui, le fils de Paille, il connaît pas grand-chose au tiki-taka. Les mentalités des joueurs ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous leur parlez de Ronald Koeman, ils ont oublié qui c'est. Alors que Xavi, quand ils l'ont connu, ils l'ont vu jouer. Mais ils se rappellent de Guardiola, de Xavi, d'Iniesta, etc. Xavi, il est plus jeune. Guardiola, peut-être un peu moins. Il va avoir un discours beaucoup plus adapté à ces jeunes de la Masia. Et lui, en plus, il est passé par la Masia, ce qui n'était pas le cas de Ronald Koeman, même si ça a été un grand joueur du Barça. Donc il y a des liens, il va y avoir des discours, il va y avoir des connexions beaucoup plus faciles. Xavier, il ne vient pas avec une baguette magique non plus. Voilà, il lui faut du temps, tu es d'accord? Tu arrives là, tu connais le fonctionnement. Les joueurs, il les connaît parce qu'il doit les voir jouer. Mais ce n'est pas comme ça, en un claquement de doigts, que tout va se mettre en place. Évidemment, mais... Tu vois, c'est... Donc, alors, souvenez-vous, quand Guardiola débute en 2008, il débute par une défaite et un nul. Et au bout de 2 matchs, tout le monde dit que ça a été une erreur, il faut le virer. Et finalement, il gagne tout à la fin de la saison. Et typiquement, vous êtes à la place de Xavi, demain.
Qu'est-ce que vous faites alors? Quel changement principal? Par exemple, Samuel, vous me disiez voilà, que c'est un peu compliqué, on peut pas. Il y a un objectif économique, ça c'est important, effectivement. Se qualifier pour la Ligue des Champions, absolument, sinon ça peut être compliqué la saison d'après. Vous faites quoi? Tactiquement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des jeunes que vous allez intégrer tout de suite? Est-ce que vous décidez plutôt non, de faire confiance à ceux qui sont là? Comment est-ce que vous fonctionnez pour parler d'un cas pratique avec ce Barça-là? Vous faites comment? Ça vous paraît un peu ridicule, mais vous faites jouer tout pleinement les meilleurs joueurs au mérite, ceux qui rentrent dans votre schéma de jeu. C'est comme si vous me disiez, ils vont prendre Conté. Conté, il va faire l'analyse. Qui peut jouer dans le système que moi, je prône? Et à un moment donné, moi, j'étais le premier à dire ici, arrêtez avec le tiki-taka. Luis Enrique, qui a gagné des titres, les gens ont fantasmé. Non, c'était plus le tiki-taka déjà avec Luis Enrique. Ça avait évolué. Il y avait des attaques rapides parce que Neymar était sur son côté gauche. On passait de Ter Stegen qu'il cherchait très vite de temps en temps. D'autres fois, on passait par le milieu de terrain. Mais arrêtez, on n'est pas obligé. C'est une tradition, c'est une tradition. Arrêtez avec ces histoires de tradition. On peut jouer dans tous les systèmes. Les joueurs ne sont pas formatés. On peut jouer dans tous les systèmes, mais forcément, quand on a Xavi, on pense à ça, on pense à cet héritage. On se dit. Alors c'est quoi les Real Madrid? C'est quoi l'héritage? C'est différent, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le Barça, c'est philosophie de jeu. Mais si on dit, en plus Samuel Lobé, si j'ai bien suivi, là, on était tous d'accord sur le fait que la solution, c'est effectivement de faire appel massivement à ces jeunes. D'accord, oui. Parce que de toute façon, il n'y a pas trop de solutions. Donc on va faire appel. Si je suis Samuel Lobé, on fait appel massivement à ces jeunes et on les fait jouer le béton. Alors qu'ils n'ont jamais joué ça. Ces joueurs, donc vous allez me dire que tous les joueurs formés. Alors j'ai peur pour le Barça. Les joueurs pour le Barça ne peuvent jouer que dans une seule situation. Et souvent, oui. On sait que non, mais c'est terrible là. C'est très grave ce qu'on dit. On le voit, beaucoup d'entre eux, ils ne peuvent pas s'adapter à notre système, à notre jeu. Et c'est d'ailleurs, c'est une des non, mais là, vous me faites peur. Je suis d'accord avec Xavier, c'est que le mot de la fin, avant d'avoir le résultat du sondage à la question. Et il a baigné dans ça, en fait. C'est un enfant du Barça. Le Barça a un ADN, a une vraie identité. Vous pouvez prendre les matchs de Xavi au Qatar. Il essaie de le jouer avec le même ADN qu'au Barça, mais il n'a pas les mêmes joueurs. Là, il va s'adapter au profil de joueurs qu'il a à Barcelone. Et les profils des joueurs, c'est des joueurs pour jouer au ballon. Ce pas des joueurs qui vont être dans un système où ils doivent bétonner parce qu'ils sont en difficulté contre Alaves, etc. Il va essayer de s'en sortir par le jeu, mais par contre, ce qu'il va demander, Xavi, c'est du temps, tout simplement. Il va demander un cycle de moyen terme, de court, moyen et long terme. Qu'est-ce que je fais pendant ce court et moyen et long terme pour mettre en place et qu'on retrouve le Barça qu'on veut? Que disent aux autres, on va lui donner. Oui, on va lui donner, nos amis. On va lui donner parce qu'il est de la maison, parce qu'il est champion du monde, parce qu'il a tout gagné, parce qu'il a tout gagné. Champion d'Europe, champion du monde, il a tout gagné avec le Barça. Isaac, on vous écoute. Résultat du sondage, alors la Masia peut-elle sauver le Barça? Majorité, petite ou grande majorité, en tout cas on est à plus de 60%, 61 pour être précis au niveau du oui, 39 au niveau du non, pardon. La Masia donc peut-elle sauver le Barça? Pour le oui, voilà, Ahmad disait notamment comme toujours, le Barça va se réinventer avec son centre de formation et bien évidemment comme Ismaël, on dit que l'arrivée de Xavi pourrait changer quelque chose parce qu'il connaît le contexte. Pour ceux qui sont plutôt du côté du non, on demande plutôt un grand entraîneur et un bon recrutement pour encadrer justement ces jeunes joueurs qui pourraient manquer d'expérience. Parfois, si vous allez par exemple du côté de la SEC Mimosa, on utilise des jeunes et puis on a réussi comme ça à être sur le toit de l'Afrique. Ah oui, c'était une autre époque, mais oui, ça compte aussi. Merci, avec Jean-Marc Guillou, notamment s'il nous regarde, on le salue. Alors, c'est l'heure du zapping de Sonia et Massi pour vous montrer tout ce qui s'est passé un petit peu ce week-end. En tout cas, on a choisi quelques séquences cocasses et ça vaut le coup d'œil, regardez. Ironie du calendrier, eh bien c'est ce match de la peur qui va nous intéresser cet après-midi. Metz 19e reçoit Saint-Etienne le 20e. Ils sont là les Red Devils qui ont à peine eu le temps de penser leur plaie béante. Oh non. Simeone qui dit non, lui il est sûr de lui, il dit non. C'est-à-dire qu'on prend des arbitres pour aller déjuger des arbitres. Quelle situation, quelle occasion, quel arrêt de Ramsdale qui se relève très vite. Déclencher une frappe, pied droit. C'est devenu le meilleur ami des supporters Ramsdale aujourd'hui. Ça y est, il a pris une grosse tête. Je suis en parlant de tête, de tête bien placée. Ouais, il chante très très bien Jean-Luc Haribar. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses à voir ce week-end. On passe maintenant au bouche à bouche.
Antonio Conte est sur le marché, vous le savez, mais peut-être plus pour très longtemps. Annoncé à Manchester United, il pourrait finalement rebondir à Tottenham pour remplacer Nuno Espirito Santo, limogé ce lundi matin. Alors si d'aventure l'Italien revenait à Londres, pourrait-il replacer les Spurs dans Fousseni Diawara et Franck Simon? Pour le premier, oui, Tottenham peut redevenir un grand d'Angleterre grâce à l'ancien coach de Chelsea. Fousseni, on vous écoute, 40 secondes. Je pense qu'ils ont ciblé le bon profil avec Antonio Conte. Pourquoi? Parce que ces dernières années, partout où il est passé, il a réussi, tout simplement. Alors, son passage à Chelsea a été fructueux. Il finit champion. Il a créé une vraie identité de jeu à Chelsea. Il s'est appuyé sur un style, surtout, avec un système qui n'a pas changé. Et à l'Inter, ça a été la même chose. Un club malade, un club en grande difficulté. Il a réussi à attirer des joueurs grâce à son aura, son projet de jeu. Ces joueurs sont arrivés. Il a su tirer le meilleur de tous ces joueurs pour finir champion, avec Lukaku, par exemple. Donc Tottenham est un club en grand danger. Je pense qu'il aime ce genre de challenge. Il va amener tout de suite sa personnalité. Et je pense que ce club en a bien besoin. Fin du temps imparti, alors qu'en revanche, pour Franck, non, vous n'y croyez pas du tout. Absolument pas. Et je vais rebondir tout de suite sur les propos de Fousseni, parce que je suis d'accord avec Fousseni sur la qualité en fait, de l'entraîneur. Ils l'ont bien ciblé, et pour cause, pour les raisons que tu as pu évoquer. En revanche, tu as dit aussi autre chose, il y a quelques instants, tu as dit c'est un club, Tottenham, qui est en grand danger. Effectivement, ils sont en grand danger. Moi, je ne crois pas à la magie dans le football. Je suis plutôt quelqu'un qui croit au pragmatisme. Et je pense que comment c'est compliqué, même avec tout ce qu'il a pu emmagasiner, tout ce qu'il a pu prouver précédemment, je pense que c'est compliqué en l'espace de quelques mois de leur rendre un petit peu de cette grandeur et surtout de cette compétitivité. Je pense qu'ils sont effectivement dans la nasse en ce moment. Il va les redresser, c'est une certitude, mais je ne les vois pas revenir au niveau auquel ils prétendent actuellement. Fin des 40 secondes, on a bien compris, les contes de fées ne sont pas pour Franck Simon. Xavier, Samuel, qui vous a convaincu? Moi, je dirais Fous, parce que je me dis que Conte, qui est quelqu'un de très réfléchi et qui a effectivement une stratégie bien définie quand il prend une équipe, s'il reprend Tottenham, c'est qu'il sait qu'il peut mettre en place son 3-5-2. Et s'il le met en place avec la rigueur qu'il va instaurer au sein de l'équipe, cette équipe va effectivement vite avoir des résultats. Et si on dit retrouver son niveau, c'est tutoyer, essayer de rattraper ce top 4. C'est de la fiction quand même. Hein. C'est avec des si, on mettrait Londres en bouteille. Hein, ça. Après, attendez, écoutez Xavier. Allez Xavier, allez-y. La démonstration de Fousseni est brillante, mais là où j'ai des réserves, c'est pas sur Conte, c'est sur le matériel mis à sa disposition. Merci. Parce que cette rigueur prônée par Conte, avant lui, il y a eu José Mourinho. Qui voulait un peu le même mode de fonctionnement et qui n'a pas réussi. Je pense que ce Tottenham est en fin de cycle parce qu'effectivement, il a failli gagner plein de choses avec Pochettino. Malheureusement, à chaque fois, il lui a manqué un peu de réussite, il lui a manqué un peu de conviction. Aujourd'hui, son leader, Harry Kane, est toujours là, mais il a la tête ailleurs. Beaucoup de joueurs dans l'effectif, visiblement, ne savent plus trop où ils en sont. Hugo Lloris, je crois, est à 1 an de la fin de son contrat et il n'est pas prolongé. Donc, on est vraiment dans une phase de transition où ça va être très difficile, de pré-transition en tout cas, où ça va être très difficile de monter le commando comme il a l'habitude de le faire. Donc, je suis très sceptique sur la capacité de Conte à réussir cette opération commando cette fois-ci. Isaac, on vous écoute. Ouais, je me suis permis de buzzer parce qu'il y a eu beaucoup de messages justement sur Antonio Conte et beaucoup de messages positifs au sujet de l'entraîneur italien. Plutôt d'accord avec Fousseni Diawara. Gervais, Conte correspond au système des Spurs où il pourrait mettre en place son 3-5-2. Abba qui nous dit également Conte réussit partout. C'est un gagneur, bon fort partout où il est passé, que ce soit en équipe nationale avec l'Italie où il a fait du bon travail, ensuite avec Chelsea et l'Inter. Il a réussi à imprimer, à mettre sa patte dans son équipe. Bref, j'ai l'impression de voir une unanimité générale sur le live Facebook et les gens disent en tout cas que Conte pourrait donc être l'homme de la situation pour les Spurs. Attendu comme le Messi chez les Spurs, même si certains le critiquent un peu, le jugent un peu court-termiste, parce qu'en général, il gagne la première année, ensuite, il se plaint un petit peu qu'il n'a pas les moyens, et puis, il part parce qu'il est un petit peu fâché avec le board. C'est ça à chaque fois, hein. C'est une opération commando, c'est 2 ans. Fin du débat sur Conte, on va parler de Manchester United à présent, parce que Nuno Espirito Santo est parti, mais Ole Gunnar Solskjaer est encore là, le Norvégien, et peut-être que cette belle victoire face à Tottenham, et là c'est le début d'un déclic. C'est ce qu'on se pose justement la question de savoir si cette victoire contre les Spurs est le début d'un déclic finalement pour les Gunnar Solskjaer et Manchester United. Des accords entre Xavier Barré et Samuel Lobé. Pour Xavier, oui, le début d'une belle aventure pour le Norvégien. Oui, parce que tout simplement, il faut que j'attende le début du chrono. Voilà, non, tout simplement parce que Ole Gunnar Solskjaer, il a fait des choix.
Il a constaté qu'effectivement, les prestations et les résultats n'étaient pas au rendez-vous malgré les renforts qu'il avait obtenus. Donc, il fallait changer quelque chose. Et changer, c'est le système. Donc, il est passé à cette défense à 3, avec Raphaël Varane, qui est un des meilleurs relanceurs du monde, avec à ses côtés, donc, Lindelof et Maguire. Ça libère les côtés. Du coup, il a enlevé un attaquant. Effectivement, moi, je ne suis pas favorable à cette philosophie de jeu, mais il faut reconnaître que ça marche. Avec Bruno Fernandes toujours à la baguette. Et seulement 2 attaquants, donc Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani. Et on sait que dans un duo d'attaque, Cavani, il l'a déjà fait avec Zlatan, il le fait avec Luis Suarez, avec l'Uruguay. Il n'a pas d'équivalent pour être un bon partenaire. Fin des 40 secondes. Samuel, pourquoi vous n'y croyez pas? Pourquoi cette victoire face à Tottenham ne vous rassure pas? Non, c'est pas qu'elle me rassure pas, on m'a parlé de déclic. C'est pas un déclic parce que j'ai pas l'impression qu'ils avaient besoin d'un déclic, ils avaient juste besoin d'une victoire pour se replacer dans le haut du tableau. Ils n'ont pas fait des choses catastrophiques depuis le début de la saison. Si vous me dites déclic, c'est une équipe pour qui rien ne va depuis le début de la saison. Et puis à un moment, elle gagne et on espère que ça donne lieu au démarrage de quelque chose. Là, en fait, c'est une équipe qui a perdu et qui a pris une grosse raclée. Il a changé quelque chose, effectivement. Mais moi, ce que j'attends d'United, de par son effectif, c'est qu'elle trouve quand même une certaine stabilité dans le jeu qui lui permette de tutoyer le haut du tableau et d'être le plus longtemps possible à la lutte pour le championnat. On n'est pas sur un redémarrage. On cherche tout simplement la bonne formule sur le long terme. Là, ça lui a permis d'exister encore et de ne pas se faire limoger. Je comprends effectivement votre point de vue. Fin de votre argumentaire et des 40 secondes. Donc, c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Manchester United, ce soir, n'est que 5e, à 3 points de West Ham, le 4e, 3 points de la Ligue des Champions, et à 8 points tout de même de Chelsea. Donc, je comprends un petit peu votre point. Malgré tout, Franck Fousseni, qui vous a convaincu? Vas-y, Fouss. Moi, je suis un peu plus convaincu par Sam, parce que je suis d'accord avec lui. Le déclic, c'était pas hier. Je pense que Solskjaer a un effectif de grande qualité en sa possession. Qu'est-ce qu'il va faire de Pogba? Qu'est-ce qu'il va faire de Sancho? Qu'est-ce qu'il va faire de Rashford? On sait qu'ils ne vont pas jouer continuellement comme ça. Là, il y avait besoin, effectivement, de remporter ce match-là. Mais cette équipe est capable de faire de bonnes choses. Elle en a fait en début de saison. Moi, j'étais très séduit quand je la voyais jouer avec un Bruno Fernandes à la baguette, avec un Pogba. Pardonnez-moi, Fousseni, pour enrichir quand même la thématique, quand on parle de déclic, peut-être pas au niveau du jeu, en tout cas. Parce que, excusez-moi, cette équipe de Manchester United ne fait pas rêver. Quand ils vont perdre leur prochain match, il y aura encore une grosse pression sur Solskjaer. Et on oubliera ce match qu'on disait que c'est soi-disant le déclic. C'est pour ça que pour moi, pour faire quoi, c'est pas un déclic. Ça soulage un petit peu l'équipe. Mais derrière, ce qui les attend, ça va être encore compliqué. Grosse semaine, l'Atalanta Bergame. Et ensuite, ce sera Manchester City. En championnat, réception de Manchester City à Old Trafford. Franck. Moi, curieusement, je suis plutôt sensible aux arguments de Xavier. Parce que j'y vois comme lui, effectivement, une rupture dans ce changement de système qui a été probant, qui a bien fonctionné, cette redistribution des cartes. Voilà. Effectivement, il y a toujours le risque que derrière, tu te prennes une baffe dans quelques jours. Mais ce n'est pas là le problème. On parle là de la Première Ligue, on parle du fait aussi de se repositionner. Et je crois que pour le coup, il leur fallait ça. Et il a trouvé peut-être la formule idoine. Juste une question, si justement, en parlant de baffe, si ça se passe mal cette semaine contre l'Atalanta et City, vous êtes à la place, vous êtes dans le bord de Manchester United, vous faites quoi? Moi, je rappelle juste à Samuel Lobé quand même qu'ils avaient une victoire sur les 7 derniers matchs. Donc, quand il parle de situation qui n'est pas catastrophique, il n'a pas bien regardé le calendrier. Bah oui, pour Manchester United sur les 7 derniers matchs. Et pour répondre à ma question, parce que j'étais le premier à la poser. C'est pas faux, monsieur. Oui, mais on parlait de cette équipe de City qui était invincible, qui allait tout droit vers le titre. United n'est qu'à 3 points de City. Malgré la série net. C'est pour ça. Non, à 3 points de West Ham, à 5 points de City. À 5 points de City. Et à 8 de Chelsea, du leader. Non, mais je vais vous le redire encore une fois. West Ham, 4e, à 20 points. Manchester City, Manchester City 22 et plus haut 25. 25 pour Chelsea. Ils n'avaient plus gagné en championnat depuis le 19 septembre contre West Ham. Donc il fallait faire quelque chose. Et là, c'est vrai que ce changement tactique, sincèrement, surtout avec deux équipes qui viennent, l'Atalanta et Manchester City, qui sont des équipes très joueuses, ça va peut-être lui donner raison, parce que Manchester United va pouvoir... Après le match de l'Atalanta, moi je les voyais, je me suis dit qu'il allait y avoir vraiment un choc là, ils allaient prendre conscience qu'ils étaient capables de faire une série et derrière ils se prennent 5-0. Gardez un peu de fioul pour la deuxième partie de l'émission. Juste, je vous donne une info, on parlait du Barça tout à l'heure, ça vient de tomber l'absence de Sergio Agüero pour 3 mois. Ça va être un petit peu compliqué, on essaie de vous donner plus d'infos juste après la pub. On va marquer une pause un petit peu
pour reprendre de l'énergie. Et puis on revient, il y a d'autres débats à venir dans la deuxième partie des Grandes Bouches. À tout de suite. Samuel Lobé, Fousseni Diawara, super chaud, franchement. Je suis désolé. Des fois, on aimerait capter des courts moments comme ça pendant les pubs pour vous les montrer, tellement on se régale. Je vous rappelle l'info qui est tombée il y a quelques instants, communiqué du Barça, 3 mois d'absence pour Sergio Agüero. Alors, pas d'état grave, pas de problème gravissime au niveau du cœur, mais il a besoin d'être traité et donc il y aura une absence de 3 mois minimum. Je vous rappelle que juste après cette émission, vous avez rendez-vous avec Vincent Radiuro pour Talent d'Afrique. Bonsoir Vincent, quel est le programme du soir ? Salut Malik, salut à tous. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de Talent d'Afrique. On y reviendra essentiellement sur l'actualité du football avec les belles performances à la fois en semaine et puis en week-end. On s'intéressera également à André Onana, le gardien des Lions Indomptables qui va bientôt pouvoir rejouer en compétition. Sa suspension pour dopage va être levée cette semaine. Enfin, dans la dernière partie de l'émission, on aura le très grand plaisir d'être en direct depuis Birmingham avec Bertrand Traoré, le capitaine du Burkina Faso. Avec lui, on reviendra sur son actualité en club et en sélection. Talent d'Afrique, c'est avec Patrick Mboma, Serge Akakpo, Faneva Andriatsima, Nabil Djelit, et puis Philippe Doucet, Sharon Bouya, bien sûr. Et c'est à 20h30 GMT. À tout à l'heure. 20h30 GMT, merci Vincent, plateau très coloré avec notamment un Barréa, ça fait plaisir. Faneva Andriatsima, ancien capitaine d'une équipe incroyable, c'était il y a 2 ans lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Et justement, transition de tout trouvé, on va aller chez lui, à Madagascar, à Antananarivo, pour parler d'Arsenal. Est-ce qu'Arsenal peut réintégrer le top 4 de Première Ligue? On a posé la question à quelques grandes bouches du côté de Madagascar, dans un sujet signé Michael. Eric, les grandes bouches du continent cette semaine à Madagascar. Lena Rakutanasak, président du club de supporters des Paria de Madagascar, PM12. Je pense que le club d'Arsenal peut réintégrer le Big Four de la Première Ligue. Eric Randia Hardzon, un grand passionné du football européen et du football à Madagascar. Je ne pense pas qu'Arsenal pourra intégrer le Big Four de la Première Ligue. Certes, ils ont eu un début de saison mitigé, mais la saison ne fait que commencer. Et ça ne fait que 10 journées. Ils ont eu un peu de temps pour s'adapter avec leurs nouveaux joueurs et avoir une bonne collectif. Ça fait 8 matchs qu'ils nous ont pas perdus, toutes compétitions confondues. Arsenal est une équipe très inconstante depuis plusieurs saisons déjà, on le sait tous. Et pour prendre quelques exemples, Arsenal prétend pouvoir intégrer le Big Four. Alors même qu'Arsenal a la pire défense des Big Four avec déjà 13 buts encaissés en 10 matchs de Premier League. Effectivement, Arsenal a encaissé 13 buts depuis le début du championnat. Ils en ont encaissé 5 contre Manchester City au mois d'août. Depuis ce match-là, il ne faut que s'améliorer et monter encore plus dans le classement. Je pense que Arsenal n'a pas la moindre chance de pouvoir intégrer le Big Four s'ils ne s'améliorent pas donc leur charnière défensive. Effectivement, depuis ces dernières années, Arsenal n'a pas eu les résultats escomptés, même des résultats médiocres. Et leur plus grande faiblesse, c'est la défense. Cette saison, ils ont pris les moyens nécessaires pour améliorer cela, en recrutant des joueurs comme Thomas Partey, Lokanga, mais aussi et surtout Ben White dans la défense. Je pense que ces recrutements-là peuvent leur aider à améliorer leurs statistiques et améliorer leur classement dans le championnat. Au championnat, la saison dernière, ils étaient 8e derrière Leicester, West Ham et même Tottenham. Et je pense que cette saison, on ne va pas déroger à la règle où ils seront en dehors du Big Six. Les mauvais résultats du passé ne peuvent influer sur leur performance future et surtout sur leur dynamique d'aujourd'hui. Certes, les jeunes joueurs d'Arsenal n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils ont la fugue et la rage de vaincre pour faire quelque chose de bien, surtout pour les jeunes joueurs du centre de formation comme Smith Rowe ou Bukayo Saka, qui peuvent performer et faire la différence dans le championnat. C'est une équipe donc qui ne supporte pas vraiment la pression, car dans les matchs à gros enjeux, Arsenal finit toujours par perdre, et c'est ça qui fait leur faiblesse cette saison.
Salutations à nos amis du côté d'Antananarivo et remerciements aussi à Mickaël et Eric. On salue également Eric Rabessandratana, sélectionneur des Barea, évidemment notre copain, et qui se débrouille plutôt bien avec la sélection malgache. Pour revenir au sujet, pour revenir à Arsenal, regardez d'abord ce tableau, c'est le classement sur les 7 dernières journées. Et on retrouve Arsenal à la 2e place, juste derrière Chelsea, qui est le leader de Première Ligue, devant Liverpool, devant Manchester City et devant Manchester United. Rappelons que dans le classement réel de Première Ligue, ce soir, Arsenal est 6e à 3 points seulement de la Ligue des Champions. Alors, est-ce qu'on y croit sur ce plateau pour que Arsenal redevienne un membre du Big Four à part entière? On a eu un débat dans cette émission, je ne sais plus si c'est avec Charles ou si c'est avec vous, Malik, à la fin du mois d'août, et le débat c'était est-ce que Arsenal va se maintenir? Vous voyez où on en est maintenant. Et moi j'étais le seul à l'époque à dire Arsenal va revenir et laisser Vous êtes Arteta, le seul avec une cravate rouge aussi. Arteta travailler. Et donc on voit effectivement que cette équipe d'Arsenal, elle a tout pour revenir au premier plan. Pourquoi? Parce qu'il travaille dans la sérénité avec un projet cohérent, à la tête un ancien joueur, avec des joueurs de talent dans cet effectif. Il y avait besoin de retrouver un amalgame. Et puis, il y a un élément qui n'ont pas évoqué nos deux copains malgaches dans le débat, c'est que Arsenal n'est pas européen cette saison. C'est-à-dire que pendant que Manchester City, Chelsea, Manchester United, Leicester, Tottenham s'étripent sur la scène européenne, eux, ils se reposent et ils préparent les rendez-vous de Première Ligue du week-end. Donc, cette équipe d'Arsenal, elle est en train de revenir comme un boulet de canon. M'étonnerait pas qu'ils finissent dans le Big Four. Pour répondre, oui, donc effectivement, pour répondre à la question, vous les voyez dans ce top 4, voilà, et jouer donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Est-ce que vous êtes du même avis, Samuel, sachant que quand même on est dans un championnat où on peut être dans ce Big Four pendant longtemps et s'effondrer? Leicester en a fait la meilleure expérience, 2 ans d'affilée. Moi j'aimerais bien, parce que j'aime bien ces jeunes, j'aime bien l'idée de faire jouer des jeunes joueurs talentueux qui essaient d'aller vers l'avant, mais je pense qu'il y a plus fort, mais j'aimerais être surpris, je reviendrai ici si je me suis trompé en disant je me suis trompé, je ne pensais pas qu'ils pouvaient aller si haut. C'est noté, c'est noté. Mais non, j'étais pas là. Je me suis trompé. Mais j'aimerais bien sincèrement que cette équipe retrouve quand même la Coupe d'Europe via la Ligue Europa. Je pense que c'est ce qu'ils peuvent ambitionner de mieux aujourd'hui, même si les joueurs se doivent d'être très ambitieux après la série positive qu'ils viennent de faire. Donc je vous arrête tout de suite, vous me dites non, c'est pas possible. Je vois 4 équipes qui leur seront, à mon avis, supérieures sur cette fin de... Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United. Et il y a West Ham qui va venir, qui est une très bonne équipe, peut-être s'intercaler et peut-être qu'elle est un peu comme l'a fait Leicester ces 2 dernières années. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'Arteta, c'est quelqu'un d'intelligent qui, pour moi, au départ, avait mis un jeu beaucoup trop ambitieux par rapport à ce que pouvait faire son équipe. Il est revenu à du pragmatisme. Alors, il développe toujours du jeu, mais ils ont développé d'autres qualités, c'est-à-dire cette solidarité, cette envie, cette hargne, et pas toujours ce jeu qu'il rêvait un petit peu. Mais il y a quand même, on sent quand même, après le match, voilà, que vous avez commenté, du coup, ce Leicester-Arsenal, on a des grands joueurs, on a un grand entraîneur, comme quoi, finalement, le mot d'ordre, la philosophie de Mickaël Arteta est passée. Cet effectif-là, est-ce qu'à de votre regard, Fousseni, vous la voyez pas malgré tout se qualifier pour la Ligue des Champions, ou est-ce que vous êtes du même avis que Samuel? Je pense que ça va être difficile. Le niveau d'exigence en Première Ligue est beaucoup trop élevé. Et pour pouvoir rentrer dans ces 4 premiers, il faut gagner ces confrontations directes. On a encore vu en début de saison l'écart qu'il y avait entre une équipe comme Manchester City et Arsenal. L'écart est beaucoup trop grand. Là, moi, on ne va pas se gargariser après cette série parce qu'ils ont battu des équipes moyennes du championnat, les Burnley et compagnie. Tottenham, on sait qu'en ce moment, c'est pas le Tottenham d'il y a 3 ans avec Pochettino. Donc, moi, je me dis, j'attends ces confrontations directes. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre Liverpool? Qu'est-ce qu'ils vont faire au match retour contre City? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? On parlera à ce moment-là. Voilà. Plutôt que d'annoncer qu'ils vont se casser la gueule. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, j'étais là le jour où... Ils sont juste à 3 points. Ils sont juste non, mais j'étais là le jour où Xavier a défendu Arsenal. J'étais sur le plateau, j'étais à côté de là. Moi, je le regardais curieusement. Je me suis dit, mais il est courageux, lui, de défendre Arsenal. Parce qu'on a tous tapé sur cette équipe. Quand on la voit jouer, elle est méconnaissable. Elle a été méconnaissable. Mais aujourd'hui, on observe. Et moi, je reviendrai avec Sam ici. Et faire mon mea culpa, s'il tombe dans les 4 premiers. Mais aujourd'hui, j'y crois pas du tout. Ce jour-là, a priori, on a été très dur avec Arsenal au point de les voir dans la zone de relégation. Assez dur quand même. Isaac, on vous écoute. J'ai buzzé parce qu'il y a également des internautes qui sont d'accord avec Xavier, comme Michel d'ailleurs, qui parlait de ce moment où Xavier avait dit, je le cite, avait dit que le mauvais début de saison d'Arsenal n'était pas inquiétant et qu'ils allaient relever la tête. Il le rappelle. Xavier, vous n'avez pas que des ennemis. On le voit sur le live Facebook. Il y a même Solo qui a dit Xavier, tu es le meilleur. Bref, en tout cas,
Voilà, chacun jugera de ses propos. Ils ne tiennent qu'à Solo, bien évidemment. Je rigole, Xavier. On continue. Juste pour dire également que les internautes sont plutôt positifs sur la forme d'Arsenal. Oui, alors Abdoul qui disait oui, avec les performances de leur dernier match, ils peuvent être dans le Big Four. Antoine également, leur collectif actuel peut leur permettre d'être dans le Big Four. Pour ceux pour qui ça paraît un peu plus compliqué, Abba, il nous dit, derrière les deux Manchester, Liverpool et Chelsea, il ne voit pas Arsenal dans les 4 premiers. Peut-être juste derrière, mais pas dans les 4 premiers. Ce qui est drôle, c'est que sur Internet, personne n'oublie, sur les réseaux, personne n'oublie ce que Xavier dit sur ce plateau. Que ce soit, pour parler d'Arsenal, de Cristiano Ronaldo, personne, on note tout, on n'oublie rien de ce que Xavier dit dans cette émission. Alors, ce qui est rassurant, Franck, pour cette équipe d'Arsenal, finalement, c'est qu'on arrive à avoir ce niveau de performance-là, alors que le meilleur joueur de l'équipe n'est pas non plus dans une grande forme, Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'est peut-être pas dans une grande forme, enfin il est pour l'instant le meilleur buteur de son équipe, si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit peu ce secteur qui m'interroge au moment où on parle, parce que pour le reste, je suis sous le charme du gardien, je le trouve fou et extraordinaire à la fois. Je pense que tu pourrais nous en parler, Sam. Ouais. Voilà, Ramsdale, que je trouve à un très très bon niveau. J'aime bien ce qui se passe au milieu de terrain, que ce soit Smith Rowe, que ce soit le Belge. Sambi Lokanga ou bien sûr Partey. Je pense qu'ils ont trouvé une forme de stabilité, mais après, comme Fous l'a dit, ça c'est un élément aussi très important, c'est-à-dire qu'il faut faire des séries. Faire des séries. Là, ils sont sur une bonne dynamique. Faire une série. Une fois qu'elle va se casser, ça va être très compliqué. Ils vont peut-être perdre un petit peu de. Pas des séries, il faut faire. Si. Il faut gagner contre des équipes du Big Four. Il faut gagner contre Chelsea. Il faut gagner contre Manu. Le Big Four peut se faire accrocher. C'est pas mathématique. Après, dans cette série-là, si vous faites par exemple 10 matchs, il y a de fortes chances que vous tombiez quand même sur des gros morceaux. Si vous regardez les matchs, non mais ils sont bons, c'est vrai qu'ils développent du jeu intéressant, mais il y a 2 matchs de ça, ils reçoivent Crystal Palace, ils égalisent à la 95e minute de jeu, ce qui peut arriver. Vous voyez, après ils gagnent Aston Villa, donc ils n'ont pas non plus cette marge. J'ai pas dit à l'instant qu'Arsenal serait top 4. Hein. Je pense qu'ils seront courts pour cette saison. Mouille-toi, Franck. Je vais mettre une fesse d'un côté, une fesse de l'autre. Je pense qu'effectivement, ils vont pas finir. Non, mais c'est pas ça. Je pense qu'ils vont pas finir à l'arrache très loin comme la saison dernière. Mais effectivement, je pense pas non plus qu'ils finiront top 4. Ils seront entre les deux et ils vont, je pense, laisser une très bonne impression. Ça me paraît un peu tendre pour cette saison. Je pense que tu es d'accord avec Sam et moi. Non. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur ce plateau et c'est très bien, on s'entend bien. Il n'y a pas besoin de faire d'émission d'ailleurs, puisqu'on s'entend tous. Non, mais c'est parfait. Je sois d'accord. Mais vous n'êtes pas, en tout cas, vous dites que Arsenal ne sera pas. Moi, c'est ce que j'ai retenu, que Arsenal ne sera pas dans le top 4. C'est ça. Entre les deux, je suis pas aussi définitif que certains. C'est un petit peu compliqué. Ils ont bonne mémoire et ils ont voté. Isaac, quel est le résultat du sondage ? Oui, à 61%, non à 39%. D'ailleurs, je m'étonne. J'ai souvent, en début d'émission, je voyais des messages de Xavier. On lui demandait ce qu'il avait pensé de la performance de Cristiano Ronaldo. Et là, je vois plein de messages à la gloire de Xavier. J'ai l'impression qu'il a payé les internautes tellement il y a des messages à la gloire de Xavier Barret. Mais pour répondre à la question, oui, 61%, non 39%. Bref, pour ceux qui disent le non, on leur préfère les deux Manchester, Liverpool et Chelsea. Pour ceux qui disent le oui, on se réfère davantage à la situation actuelle d'Arsenal et les bonnes dernière performance. Merci Isaac. Vous l'aurez compris, dans cette émission, on tente un petit peu des débats osés. Est-ce que Arsenal va se maintenir, par exemple, en Première Ligue ? C'était le propre de l'une des premières émissions de la saison. Xavier était le seul à se défendre sur ce plateau. On ose une autre question ce soir. Est-ce que la Juventus Turin pourra se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions ? C'est Faisal Berkani, encore une fois, qui plante le décor. Dans ses travers depuis plusieurs semaines. Toutefois, les hommes d'Allegri ont encore largement le temps de rattraper le wagon de tête et de viser une qualification en Ligue des Champions. Mais la vieille dame en est-elle vraiment capable ? Avec un niveau de jeu inquiétant, une attaque apathique, le retour d'Allegri est un échec, lui qui devait faire retrouver à la Juve sa domination d'antan. De plus, la concurrence semble féroce cette saison pour la Ligue des Champions, avec l'Inter, la Roma de José Mourinho file sa qualification en Ligue des Champions. Cette année, pourra-t-elle récidiver ? La Juve pourra-t-elle se qualifier en Ligue des Champions ? La question est posée, messieurs, avant de vous faire réagir, on va bien évidemment regarder le classement de ce championnat italien, dominé cette saison par le Napoli, 31 points, à égalité avec l'AC Milan, qui est la seule équipe invaincue de Serie A. L'Inter est à 7 longueurs, l'AS Roma à 12. Et regardez, la Juve est ce soir 9e du championnat d'Italie. Alors,
On est très loin de la première place, mais on n'est qu'à 4 points de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut quand même y croire, sachant que l'année dernière, dans mes souvenirs, on disait aussi bon, la Juventus ne va pas y arriver, ils ne vont pas pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Et puis, comme Fessal le signalait, c'est lors de la dernière journée, finalement, qu'ils ont réussi à accrocher le wagon pour la C1. Qui veut se mouiller en premier? Moi, je dirais que sur une fin de saison, sur une bataille féroce, pour la 4e place, plus haut, je pense que ce sera trop dur. Oui, c'est ça la question. Justement. Voilà, je pense qu'ils vont. Pas pour le titre, pour la Ligue des malgré Champions. tout, ils vont réussir au forceps à aller chercher, comme l'an dernier, cette 4e place, mais ce sera au prix d'énormément d'efforts et de soubresauts dans cette saison. Pourquoi vous y croyez? Parce qu'au vu de, par exemple, aujourd'hui, Massimiliano Allegri réagit en conférence de presse en amont de la rencontre de Ligue des Champions. Voilà, on est en train de détruire tout ce qu'on a construit en 3 mois, parce qu'on a aligné une semaine de défaites. Mais malgré tout, qu'est-ce qui vous fait dire que cette Juventus Turin va y arriver, va pouvoir aller en Ligue des Champions? Alors oui, j'aime pas sortir le mot expérience parce que l'expérience, non, vous n'avez plus les joueurs qui vont apporter au niveau. Il y a des jeunes joueurs qui sont bons, qui ont envie et qui ont de l'orgueil aussi. Moi, je compte sur l'orgueil de ce groupe, de ces jeunes, je le souhaite, de ces jeunes joueurs pour, je ne sais pas si l'entraîneur est bon, très bon, moyen ou pas bon du tout, ou si ses méthodes sont un peu passées, mais l'entraîneur est très bon. Allegri a quand même quelques l'entraîneur est très bon. Non, mais il se peut, moi je discutais avec un entraîneur qui me dit, il se peut que vous soyez un moment sur le côté et que quand vous reveniez, à un moment, vous soyez moins bon et que l'année d'après, vous soyez meilleur. Il se peut qu'il soit moins bon sur ce qu'il voit et sur l'analyse et qu'il n'arrive pas à tirer le meilleur. Et là, il a fait cette semaine de mise au vert. Peut-être qu'il va enclencher quelque chose. C'est sur la qualité de ce groupe et de me dire que l'entraîneur doit amener ce petit plus aussi. Ouais, comme on dit, revenir avec son ex, c'est pas toujours une bonne idée. Je vais revenir sur une déclaration de 2 coachs différents qui ont la même déclaration. Sarri qui disait « cette équipe est impossible à entraîner ». Et la saison passée, Pirlo a dit la même chose. Mais avec Cristiano Ronaldo. Il y avait Cristiano Ronaldo, c'était l'arbre qui cache la forêt. C'était la même chose pour le Barça avec Messi. J'ai regardé le match, la défaite contre Sassuolo, puisque j'étais au commentaire. La Juve n'y arrivera pas cette saison. Elle n'a pas assez de joueurs capables de faire les différences là, quand on est dans un club comme la Juve, individuel là. Ouais. Quand on a un joueur comme Dybala, bien sûr qu'on peut s'appuyer sur lui, mais seul il peut rien faire. Morata, c'est plus le même non plus. Hein. Il n'arrive plus à marquer, il est plus en confiance devant le but. Moi, je pense qu'il y a un problème qui va au-delà même du terrain. Dans ce club, on parle tout le temps d'identité, d'ADN défensif avec des joueurs qui combattent, etc. On ne nous parle même plus de jeu, vraiment de jeu, quoi, de tactique, de football pur, quoi. On nous parle d'autres choses, des valeurs, on nous parle plus des valeurs que d'autres choses. Je pense qu'ils sont en train de se perdre. Aujourd'hui, il y a Napoli, il y a les 2 Inter, il y a Atalanta, qui pour moi, en termes de jeu, ils sont au-dessus de la Juve. Oui, et juste un tableau, encore une fois, pour compléter pour enrichir un petit peu notre discussion. Le classement, les statistiques de la Juventus Turin, cette saison, le nombre de buts, c'est la 10e attaque de Serie A, la 11e. Quand on parle de moyenne de buts par match, au nombre de tirs, même au nombre de tirs, on ne se procure pas tant d'occasions que ça parce qu'on est 9e. Et puis on ne cadre pas beaucoup parce qu'on est 12e seulement au classement des tirs cadrés. Franck Fousseni disait qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de joueurs capables de faire des différences. Donc à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, tant qu'on ne recrute pas, et quand on prend cette équipe en l'état, ce n'est pas possible d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Est-ce que vous êtes du même avis ou non? Absolument pas. Absolument pas. Et en Ligue des Champions, revenons à la Ligue des Champions, puisqu'il me semble que cette équipe la dispute. Et je crois même qu'ils ont fait tomber le champion d'Europe, tiens. Donc ils sont pas bien nombreux. Contre Chelsea. Voilà, donc avec ce fameux ADN que tu nous vantais, ADN défensif, ils y sont parvenus. Ils sont venus sur la scène européenne, ils font le travail, ils sont bien partis pour aller au-delà. Et c'est vrai qu'actuellement, ils traversent cette fameuse zone de turbulence. Ça ne fait pas d'eux pour autant des parias de la Serie A. Je pense qu'avec cet ADN, cette expérience... On ne parle pas de parias, Pardon, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ce qu'on dit simplement... Non, Malik, pour rebondir sur ce que disait Samuel, il y a des joueurs qui vont aussi, à un moment donné, devoir mettre le bleu de chauffe, faire le travail. Ils sont payés pour ça. Voilà, moi je pense que je mets ça sur le compte d'un accident tout simplement et je crois fermement à ce que cette équipe termine dans les places pour la Ligue des Champions. Je précise quand même, on parlait pas de paria, mais on disait quand même qu'avec tout ce qu'on a vu donc le top 4, pour rajouter quand même l'Atalanta Bergame et la Lazio, pas évident pour cette Juventus Turin
de se glisser dans le top 4. Isaac, on vous écoute. On est quand même plutôt optimiste, j'ai l'impression, du côté de nos internautes. Beaucoup, comme Euro, nous disent le championnat est encore long, ils peuvent encore prendre la 4e place. Samuel, l'argumentaire de Samuel sur le fait que ça va être dur a fait également pas mal d'émules. Beaucoup de gens sont d'accord avec lui, comme Qatari, d'accord avec Samuel, mais pour finir au mieux 3e. Après, j'ai une question à vous poser parce que Daniel pointe également l'aspect de l'effectif avec une défense apathique et vieillissante, ça s'annonce compliqué. Est-ce que finalement cette équipe de la Juventus n'est pas en fin de cycle avec beaucoup de joueurs qui sont là depuis très longtemps? La défense, notamment la charnière centrale, Bonucci, Chiellini, et juste derrière Delirte, qui s'est blessé. C'est pour ça, sinon, en général, il est titulaire. Ils ont été 2 fois en finale de la Ligue des Champions, mais c'est vrai que ça remonte un petit peu. Mais avec l'équipe nationale, ah oui, l'équipe d'Italie, ici, absolument. Ils sont très je pense qu'il y a effectivement. Sur un mois. Non, mais moi, c'est des grands matchs aussi, Malik. Non, mais il faut les jouer, d'accord. Il ne faut pas leur taper dessus. J'ai entendu des choses. J'ai entendu des choses pendant l'Euro et à un moment donné, je me suis retenu. Qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu des choses extrêmement désagréables et peu respectueuses sur l'âge vénérable de ces 2 garçons qui travaillent très bien et qui ont un palmarès formidable et qui restent de grands compétiteurs. Malheureusement, je me suis dit, allez, je ne vais pas me mettre en bis-bis avec un copain, sinon ça sera aller trop loin. Vous me connaissez, je suis sanguin. Nous serons d'aventure plus respectueux, monseigneur. Xavier, je vous écoute. Oui, non, moi je suis plutôt d'accord avec Franck et Sam sur le fait que la Juve finira dans les 4 premiers. D'ailleurs, j'avais commenté sur les antennes de Canal la dernière journée du championnat d'Italie où je pensais que Naples accrocherait quand même cette 4e place, mais ils ont été incapables de gagner. Et la Juve, elle l'a faite. Il y a cet ADN à la Juve pour gagner les grands matchs. Et quand on regarde effectivement ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, Fous a raison, ils ont perdu 4 matchs en championnat. Alors ils ont perdu le sommet contre Naples en début de saison, ils ont aussi été piégés par Empoli, ils ont perdu Sassuolo et à Vérone ce week-end. Sinon, contre l'Inter, match nul. Contre Milan, match nul. Chelsea, le champion d'Europe en Ligue des Champions, ils les battent. Il fallait aller gagner au Zénith, ils ont gagné. La Roma de Mourinho, ils la battent. Donc les grands matchs, ils sont là. Ils ont ce vécu. Alors effectivement, il y a ces accidents. Xavier, pour continuer, juste avant de vous laisser continuer votre argumentaire, votre plaidoirie, regardez le classement, enfin la comparaison, pardon, après 11 journées entre les 2 Juventus, donc la Juve version Pirlo, et celle de Max Allegri. 4e avec 23 points la saison dernière. Malgré tout ce qu'on a pu dire de Pirlo, finalement, il joue la Ligue des Champions. Et à ce stade de la saison l'année dernière, il était 4e. Aujourd'hui, on est 9e avec, encore une fois, 15 points et à 16 longueurs du leader. Quand même, c'est assez significatif. Pour la Ligue des Champions, je vous dis non. Hein. Là, je le dis franchement. Encore une fois, on parle de la Ligue des Champions, on ne parle pas de titre. Pour accrocher la 4e place, qui est actuellement détenue par la Roma de Mourinho, franchement, je ne vois pas pourquoi ils n'y seraient pas. Mais pourquoi, parce qu'ils sont supérieurs. Ils les ont battus d'ailleurs. Alors effectivement, il y a ces accidents. Fousseni a raison. Empoli, sur le papier, la France est supérieure à la Suisse. Ça fait désordre. Maintenant, vous parlez de l'Euro, Malik. Je pense qu'il y a une raison aux contre-performances de la Juve en ce début de saison, c'est aussi lié à l'Euro. Parce que tous les internationaux italiens de la Juventus sont allés au bout. Ils se sont vidés pendant un mois. Ils ont fait un Euro formidable. Les vieux, Chiellini et Bonucci, mais aussi les plus jeunes, Chiesa, Bernardeschi qui était aussi dans le groupe, ils se sont donnés à fond. 4 joueurs derrière, ils ont sur 11, voire plus sur 30. Oui, bon, Xavier, tu penses que ces joueurs-là qui vont être capables de ramener la Juve au niveau. C'est des joueurs prometteurs, les Kulusevski, les Chiesa, c'est des bons joueurs, mais c'est encore des jeunes joueurs. Ils avaient Ronaldo, ils ont perdu Ronaldo, peut-être le meilleur joueur du monde avec Messi. C'est pour ça qu'ils sont en train Aujourd'hui, vous me dites que c'est ces jeunes-là qui vont prendre la relève. C'est des bons joueurs, mais pour moi, cette saison, ça va être très compliqué. Morata n'est plus du tout le même. C'est lui qui était censé prendre la relève de Ronaldo. Il faut un buteur quand même dans une équipe. Sur Morata. Moi, je pense qu'il s'est blessé aussi. Dybala, Morata, se sont blessés. Je fais une fixette sur Morata parce que l'équipe ne marque pas. Et aujourd'hui, c'est censé être le buteur. Mais sinon, je pense que le problème, il est plus profond. Cette équipe a des problèmes dans toutes les lignes. On l'a évoqué derrière, au milieu de terrain. Vous pouvez me dire, est-ce que Rabiot a le rendement qu'il devrait avoir à la Juventus? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des déceptions au niveau du recrutement McKennie, même s'il les a sauvés ces 2 derniers matchs, il a marqué, mais c'est encore loin de ce qu'on attend. Il y a, comment il s'appelle, le joueur qui est arrivé de Sassuolo, Locatelli, oui. qui est bon. Mais il était à l'Euro, mais aussi, c'est encore des jeunes joueurs. Je veux dire, c'est encore des jeunes joueurs, tout ça. C'est vrai que l'Euro n'est pas une excuse. Le problème est beaucoup plus profond dans cette Juve. Il y a un problème peut-être même au-dessus, parce que les coachs ont signalé un problème. Ça, c'est un instantané, ça, c'est ce que tu fais. Le résultat du sondage, en parlant de Big Picture, regardez, la Big Picture, justement, de ce qu'on fait, de ce qu'on donnait comme
comme vote nos amis les internautes. Franck, restez zen. On est d'accord avec vous du côté de nos internautes. Oui à 64%, non à 36%. Exactement. La plupart des gens disent que la saison de la Juve est encore longue, qu'il faut laisser du temps, que finalement ce sont que des accros pour les joueurs de Massimiliano Allegri et qu'ils vont petit à petit revenir au classement. Ouais, mais attention, parce que moi je dis qu'ils vont être quatrième de par l'effectif qu'ils ont et par l'orgueil que peuvent avoir ces champions. Mais ils ne vont pas avoir 5 points d'avance sur le quatrième. Hein. C'est comme pour Pirlo, ça va jouer razimut. Dans le dernier tiers du championnat. Voilà, exactement. Voilà, mais on a bien compris, en tout cas, vous y croyez. Vous y croyez. Vous verrez probablement. On verra cette Juventus sur 1. On verra cette Juventus sur 1 Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de choses qu'on va noter quand même. La saison. Moi, je note tout, je ne lâche rien. Puis on sortira. On va s'amuser comme ça. On note avec Jérôme Ménard. On va s'amuser à sortir les extraits. Comme ça, il y aura plus de faux semblants. Les amis, le programme de la Ligue des Champions, cette semaine, il est assez dense. Encore une fois, c'est la J4. On commence les matchs retour demain, mardi. Alors, il y a des matchs un peu plus déséquilibrés sur le papier. Quand on voit, par exemple, le match aller de Chelsea, Chelsea-Malmö, Wolfsburg, Salzbourg, ça va être intéressant de voir notamment Mohamed Camara, votre joueur, mon cher Fousseni. Le multiplex, ce sera à 20h. Dans le même temps, si vous voulez suivre plutôt des rencontres, en intégralité, ce sera Séville-Lille, l'Atalanta contre Manchester United, ça va être chaud. Et le duel entre Bayern Munich et le Benfica Lisbonne, le match allait être assez sympa, même s'il y a une large victoire du Bayern 4-0. Real Madrid, Shakhtar, l'AC Milan, qui y croit encore? Zlatan l'a dit, on veut aller essayer de gratter une place pour le prochain tour, même si on a perdu ses 3 premiers matchs en phase de poule. Multiplex toujours à la même heure. Leipzig, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atlético de Madrid ou alors Dortmund, Ajax d'Amsterdam, si vous voulez suivre des rencontres en intégralité. Messieurs, nouveau duel dans cette émission, nouveau bouche à bouche. On a parlé de Dortmund, justement. Dortmund qui s'était largement incliné du côté d'Amsterdam face à l'Ajax, 4-0. Avec l'absence d'Erling, ce jour-là, Erling Haaland était là, mais depuis, on ne peut plus compter sur le buteur norvégien. Alors, est-ce que Dortmund peut se passer d'Erling Haaland? Xavier et Fousseni ne sont pas d'accord. Oui, pour vous. Pour vous, Xavier. Pour vous, Xavier. Ça, c'est un classique, effectivement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est un classique d'avoir Xavier Barré et Fousseni Diawara s'affronter lors d'un duel. Oui, pour vous. Dortmund peut se passer d'Haaland. Oui, vous nous avez donné, Malik, un élément important. Ils ont perdu 4-0 à Amsterdam contre l'Ajax, malgré la présence d'Erling Haaland. Alors effectivement, il y a un petit peu de flottement en ce début de saison, parfois à Dortmund, lorsqu'il n'est pas là, tout simplement parce qu'il a pris une place énorme dans ce groupe depuis son arrivée il y a 18 mois. Mais les dirigeants de Dortmund ont pris les devants et ils en ont l'habitude. Ils avaient Lewandowski, ils ont dû le remplacer. Ils avaient Pierre-Emerick Aubameyang, ils ont dû le remplacer. Là, ils savent que Erling Haaland va partir à un moment ou à un autre. Ils ont recruté cet été Doniel Malen, l'attaquant néerlandais du PSV, qui avait eu un coup d'arrêt dans sa progression à cause d'une grave blessure. Ils ont quand même misé 30 millions d'euros sur son recrutement. Il est en train de trouver ses marques. Il a marqué déjà une fois en Ligue des Champions. Il va bientôt marquer en Bundesliga. Fin du temps imparti, je me permets juste de rebondir là-dessus. Vous m'avez cité des noms, mais il n'y a aucun qui a le profil d'Erling Haaland. Si, Doniel Malen, c'est un avancement. C'est pas un numéro 9, si. C'est un joueur de côté. Hein. Non, il le joue. Je me permets juste de faire cette petite remarque. Fousseni, on vous écoute. Non, Dortmund ne peut pas se passer d'Haaland. Je pense que Xavier a raison de parler de Malen parce que j'allais en parler. On l'a recruté justement pour jouer aux côtés de Haaland, mais quand il n'est pas là, de prendre tout simplement la relève. C'est un joueur qui a marqué 16 ou 19 buts, je ne sais plus, à Eindhoven la saison passée. Moukoko, le jeune Moukoko, qui devait aussi être là aux côtés d'Haaland, on ne le voit pas non plus. Donc je ne vois pas qui peut le remplacer aujourd'hui. Je pense qu'il est indispensable dans cette équipe. On parle quand même d'un joueur qui est censé prendre la relève après les Ronaldo et Messi avec Kylian Mbappé. Pour moi, il est indispensable parce que depuis qu'il est là, il marque but sur but. Il marque dans tous les matchs. Ses statistiques sont stratosphériques. Donc, il est blessé en ce moment, certes. Pour Dortmund, je crois que c'est fini les 40 secondes. Pour Dortmund. Vous croyez bien. Vous pensez bien. Vous pensez bien. Vous pensez bien. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Non, on va voir qui a été convaincu par vos 35 secondes. Je sais pas. Non, 45 secondes. Samuel et Franck. Désolé. Non, nous c'est 40. Mais c'est comme si, vous dites, est-ce que le PSG
PSG peut se passer de Mbappé? Est-ce que Liverpool peut se passer de Salah? Bah non, ils sont meilleurs avec ces joueurs-là. Mais ils ont quand même un collectif qui leur permet d'être quand même... de répondre. On peut mettre Jude Bellingham devant quand même. Ah, on peut le mettre partout, celui-là. Même gardien. Je sais que vous l'aimez bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même un collectif capable de répondre aux exigences, même quand Haaland n'est pas là. Mais moi, si je suis entraîneur, si Haaland est là ou si Haaland n'est pas là, bah, je préfère qu'il soit là si je suis entraîneur de Dortmund. Donc vous êtes d'accord plus avec avec Xavier, je pense qu'ils peuvent s'en passer, mais quand ce sera vraiment mano à mano, s'ils se qualifient pour Ligue des Champions, sans lui, sur ce genre de match, ils ne peuvent pas exister. Plutôt mais là, ils peuvent s'en passer. Xavier en a compris. Dans les affaires courantes. Franck. Désolé, Fous. Moi, je pense qu'ils peuvent s'en passer, mais pas durablement, en revanche, effectivement. Sur la longueur, non. Mais sur une période courte, là, on nous parle en fait de quoi décembre, peut-être janvier. Ça commence à faire long. J'ai l'impression qu'il y a un petit gars qui s'appelle Torgan Hazard qui a mis quelques buts récemment, sans être forcément titulaire. Donc, ils peuvent trouver des remplaçants de circonstances. Hein, ça peut le faire. Ouais. Le joint peut être fait. Maintenant, sur la longueur, je te rejoins. Parce qu'ils parlent qu'il ne soit pas là jusqu'au mois de janvier. Bah oui. C'est ça, pas jusqu'à la fin de l'année, ouais. On est en novembre. Hein. En fait, attendez, quand même, ça fait un finir, bon mois de compétition. Si vous me le permettez, Malik, très rapidement. C'est qu'aujourd'hui, pour atteindre des objectifs, aujourd'hui, en Allemagne, il y a le Bayern qui va être champion, mais même en Coupe d'Europe, c'est impossible sans attaquant. Ouais. Mais il va revenir, ne t'inquiète pas, il va revenir. C'est impossible. On dit vraiment, est-ce qu'ils peuvent s'en passer? Est-ce qu'ils peuvent atteindre des objectifs? Le seul attaquant, c'est ça en fait. Le seul attaquant, messieurs, on a encore des questions à poser. Nos amis les internautes ont encore des questions à vous poser. Vous le savez, c'est dans la dernière rubrique de cette émission, les mots de la fin avec Isaac Macaulay. C'est parti. Une magnifique passe décisive, Malik. On va commencer avec la première question. Je m'adresse à Xavier. Une question qui concerne Sergio Ramos. A-t-il encore sa place au PSG, si tant est qu'il ne l'ait eu, on le rappelle du coup, puisqu'il n'a pas Faites attention à ce que vous dites, hein, Xavier. C'est noté. Hein. J'ai mon stylo. Attention, il n'a pas encore eu sa place, puisque pour le moment, il est à l'infirmerie. Donc là, Xavier, il faut répondre à la question. Voilà. Sergio Ramos a-t-il encore sa place au PSG? Dans le système qu'a adopté ces derniers temps Pochettino, oui. Cette défense centrale à 3, donc aux côtés de Marquinhos et de Kimpembe, compte tenu de son expérience, surtout pour les grands rendez-vous, je pense qu'il l'a, oui, absolument. Et vu son état de santé? Ça, de toute façon, il jouera que s'il est sur ses deux jambes. Pour le moment, il semblerait qu'ils sont en train de revenir. Non, mais il a sa place dans le système qui est le plus favorable actuellement au PSG, avec une défense centrale à 3, où évidemment, là il a tout à fait. Il peut apporter tout ça. Ça tremble un petit peu, Xavier. Fais attention à ce qu'il dit. Isaac, on enchaîne. Fousseni, on reste sur le PSG. Une question de Fabrice de Brazzaville. Pourquoi le milieu de terrain du PSG n'arrive toujours pas à combiner finalement avec Lionel Messi, comme c'était le cas à Barcelone? Pochettino n'a pas la réponse. Je ne pense pas l'avoir à sa place non plus. Mais moi, je pense que justement, c'est un manque d'automatisme. Il faut du temps pour pouvoir créer des liens sur le terrain. Un joueur comme Lionel Messi, même si c'est le meilleur joueur du monde, a besoin de connaître ses partenaires et ses partenaires aussi. Donc, ils vont devoir travailler, répéter des combinaisons. Ça passe par beaucoup de communication, en dehors aussi du terrain. Mais sur le terrain, beaucoup de complémentarité. Mais tout ça, ça se travaille. Voilà, il faut tout simplement du temps pour trouver ces automatismes. On va suivre ça donc avec attention les prochaines semaines. Samuel, une question de Mohamedou. Les dirigeants de Manchester United ne se trompent-ils pas en faisant toujours confiance à Solskjaer? Moi, j'aime bien les gens qui font preuve d'humilité et de simplicité. Alors, c'est ce que j'ai l'impression, au-delà de ses qualités, ce que dégage Solskjaer. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il arrive à amener son groupe avec lui. Pour être sincère, je me dis que Solskjaer a fait du très bon travail depuis qu'il a pris Manchester United, mais j'avais des doutes sur sa capacité à qui gagne ses points, qui lui permettent d'être à la lutte avec City. Ces doutes ne sont pas levés. Effectivement, aujourd'hui, s'il n'arrive pas à être à la lutte... Quand vous dites avec City, c'est pour le titre, c'est ça? Oui, pour le titre, ou City ou Liverpool. Ou Chelsea qui est leader, oui. Gagner ce gap. Si cette année, avec l'effectif mis à disposition, il n'arrive pas à être dans la course au titre, peut-être pas être jusqu'à 4-5 journées de la fin, effectivement, ils pourront faire le bilan, mais on ne peut pas le faire avant. Aujourd'hui, il a le matos à dispo.
faut le laisser aller jusqu'au bout, à mon avis. Très bien, donc on reste patient donc avec Ole Gunnar Solskjaer. À votre avis, Franck, on va parler d'Espagne et de Vinicius. Le niveau actuel de ce dernier peut-il faire en sorte que le Real ne s'intéresse plus à Haaland et ou Mbappé? Pas sûr, parce qu'il a beau avoir ce niveau qu'on lui connaît en ce moment, je pense qu'effectivement, quand on a coché comme ça sur son calepin les noms des joueurs que vous avez cités, on ne va pas les décocher. Ce sont des joueurs importants, ce sont des joueurs qui peuvent aussi permettre au Real de franchir de nouveaux paliers sur la scène internationale, la scène européenne. Et donc, peut-être qu'il verrait tout ça comme, je dirais, non pas comme... il ne le verrait pas comme un complément, si vous voulez. Mais la solution, ils vont aller la chercher ailleurs que Vinicius. Je pense que voilà, il n'est pas... Sur marketing, toujours dans le recrutement. Toujours au Real. Et il me semble qu'on ne joue pas vraiment sur les mêmes postes. Vinicius à gauche, Mbappé à droite, Mbappé... Enfin, Haaland devant, voilà. Florentino Pérez, on ne joue qu'à 11. Hein. On ne joue qu'à 11. Pas avec 7 attaquants, regardez United. Florentino Pérez, il a toujours une dimension marketing dans son recrutement. Donc, Vinicius, c'est bien pour la dernière question. Il faudra un Européen. Merci Xavier. Une dernière question, elle est pour Fousseni, le meilleur pour la fin. Fousseni, quel est le problème avec l'AS Saint-Etienne? Il semble avoir les joueurs pour au moins se maintenir, mais que faut-il faire pour qu'ils se reprennent? Une question de Didier. C'est très compliqué depuis plusieurs années. La politique sportive mise en place par le manager général est très contestée par les supporters. C'est vrai qu'il a voulu rajeunir l'effectif. Il s'est débarrassé de certains cadres qui apportaient beaucoup au vestiaire. Et on sent au final que dans le temps, ils sont en grande difficulté. Voilà. C'est pas qu'ils n'ont pas de talent, c'est qu'il manque d'expérience. Et tout à l'heure, on le disait. Vous êtes inquiet? Quand on mélange le talent, la jeunesse avec de l'expérience, ça donne un bon cocktail. Et ce n'est pas le cas à Saint-Etienne. Aujourd'hui, ils ont un joueur qui symbolise l'état d'esprit que devrait avoir tout le monde, c'est Khazri, qui a mis un super but. Mais il court, il se dépense, et c'est ce qu'on aime à Saint-Etienne. On n'en reprochera jamais à un joueur de manquer des choses s'il mouille le maillot. Et s'ils arrivent à prendre exemple sur Khazri, je pense qu'ils feront mieux que d'être derniers. Et vous êtes inquiet de la situation actuelle des Verts pour une éventuelle descente? Moi, sincèrement, je suis un peu inquiet en tant que supporter. Mais en ce moment, on est très focalisé à ce qui se passe avec le Mali. Donc, de dire que je suis inquiet, franchement, je me préoccupe plus du Mali que de Saint-Etienne. Il a d'autres choses à penser et il est malin. Il est malin, Fousseni, parce que ce n'est pas les Stéphanois qui nous regardent. Donc voilà, vaut mieux avoir les mots justes. Merci, mon cher Fousseni. Ah non, mais oui, mais quand même, attendez, c'est un fin politicien. Attendez, Fousseni, il est pas. Il est malin. Merci, mon cher Fousseni. Merci, Samuel, Xavier, Franck, Isaac, évidemment, qui a fait très très bien, encore une fois, comme chaque semaine, le relais entre vous et nous sur ce plateau. Merci à toute l'équipe en régie, Mickaël Thomas à la réalisation, Jérôme Mena à l'édition. Ce soir, on se quitte évidemment avec les plus beaux buts de ce week-end top 5 et ensuite Talent d'Afrique avec Vincent Raduro. Bonne soirée sur la chaîne Canal+ Sport.